Alors, bonjour à toutes et à tous, bonjour aux acheteuses et aux acheteurs qui nous ont rejoints. Donc, moi, je m'appelle Giancarlo Greco, j'ai deux métiers, un métier de formateur en négociation et en stratégie d'influence, et un deuxième métier qui est un métier de coach, de dirigeant, d'hommes et de femmes politiques. Donc, ce sont deux fonctions très, très, très différentes. Auparavant, j'ai sévi en tant que négociateur professionnel dans l'industrie du médicament. J'ai travaillé une vingtaine d'années dans plusieurs laboratoires différents. Mon dernier poste était un poste de représentant d'intérêt. Alors, pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec cette terminologie, il existe un terme britannique qui est le lobbying, mais ce terme a tendance à hérisser on va dire, l'opinion publique. Pour autant, c'est un job de négociateur à plein temps où le secteur privé doit sensibiliser le secteur public, des députés, des décideurs publics, quels qu'ils soient, par rapport à des nouveautés. Donc moi, j'ai eu la chance de faire ce métier, et un peu comme un repenti de la mafia, je suis passé de l'autre côté, de manière à expliquer comment influencer la bonne prise de décision et de quelle manière préparer, conduire et surtout conclure sa négociation. Pour terminer, j'ai eu la chance de former un peu plus de 7000 personnes depuis pratiquement 10 ans maintenant, avec toujours énormément de plaisir dans cet acte de transmission d'un savoir extrêmement pratico-pratique. Voilà, j'insiste là-dessus. Ça n'est pas un cours académique de négo, Ouais. c'est Bon, pratico-pratique. c'est extra, et du coup, d'avoir aussi toutes ces expériences, toutes ces histoires que tu as pu rencontrer et vivre, forcément, ça nourrit aussi cette capacité à transmettre. Il y a déjà un mot que tu viens de dire et qui m'avait moi aussi beaucoup intéressé quand on avait échangé, c'est le terme d'influence, hein, puisque souvent dans cette logique de négociation, et on le sait, dans notre rôle d'acheteur, on est souvent dans une posture d'argumenter, d'influencer, avec un choix qui nous incombe dans assez peu de situations, en vérité. Et donc, du coup, voilà, on a aussi beaucoup échangé avec Giancarlo sur ce terrain-là, qu'il connaît parfaitement, parce que ben voilà, cette mécanique d'influence, elle est extrêmement intéressante aussi dans la manière de pratiquer le métier, hein. Alors, je sais que bah, si on parle influence, il y a voilà, influence, manipulation, Cialdini, ça y est, on y arrive. Mais en tous les cas, je trouve que ça rejoint bien moi la vision que j'ai du métier aussi, et c'est pour ça que je voulais qu'il soit avec nous. Alors, comme à chaque fois, dans les règles du jeu qu'on se donne, et par avance, pardon, parce que quelquefois on aura envie d'en avoir plus, mais du coup on se cale aussi sur cette fin de matinée pour que ça puisse se gérer avec l'ensemble de vos activités. Donc, à midi, on aura terminé, ou à peu près, en tous les cas, on sera dans le temps additionnel si jamais on devait l'être. Je vous l'ai dit, c'est enregistré, il y aura un replay. Et puis, ben, en fonction de ce qu'on va se dire, on ne s'interdit pas de faire des séances ou des choses complémentaires. On a bien sûr échangé un petit peu avec Giancarlo. La seule chose que je lui ai demandé, c'est de dire, j'aimerais bien que dans un premier temps, tu nous parles un peu de ce que tu vois sur cet état de l'art, un peu sur ces constats. On est en 2025. On sait tous qu'à titre professionnel, personnel, ben, le monde change, évolue, mais comme il évoluait déjà dans les années 80. Simplement, là, c'est peut-être d'autres changements, d'autres évolutions. Et puis nous-mêmes aussi, on a évolué. Donc, première partie de ce qu'on va parler avec Giancarlo, c'est quoi cette photo? Qu'est-ce que tu vois? C'est quoi le constat? Qu'est-ce qui se passe? Dans un deuxième temps, on va s'intéresser un petit peu aux difficultés qui apparaissent, hein, ce que j'appelle moi un peu les points durs. Qu'est-ce qui fait que du coup, ben, il y a des sujets à traiter avec plus ou moins de bonheur. Et puis bien sûr, comme à chaque fois, vous le savez, j'aime bien, notamment quand on a la chance d'avoir voilà, des grands experts avec nous, bah, qui nous partagent un petit peu quelques conseils, quelques bonnes pratiques, quelques idées pour poursuivre un peu sur le thème. Voilà, donc dans un premier temps, on va déjà s'intéresser, Giancarlo, à un petit peu la vision que tu peux avoir de cette dynamique de négociation. Et du coup, je sais aussi que tu as préparé quelques supports qu'on peut utiliser. C'est toi qui pilote si tu le souhaites. Voilà, en tous les cas, là, c'est quoi la négociation, hein, on en parle beaucoup ces temps-ci dans des univers autres que professionnels, ou en tous les cas des fois très politiques aussi.
C'est quoi ta vision sur ce thème de la négociation aujourd'hui? Alors, la première chose, c'est que le premier relais d'information concernant la négociation, c'est un relais médiatique. Nous avons face à nous, il suffit d'ouvrir l'actualité. On nous parle beaucoup de négociations politiques et géopolitiques. Et malheureusement, l'actualité en 2025, si on prend une photographie, un instantané, l'actualité nous montre à quel point le retour vers les tactiques déloyales est en train de se remettre en scène et en place. Pour faire un état des lieux des 3 tactiques déloyales qui sont le plus souvent utilisées en négociation. La première stratégie qui va englober des tactiques déloyales, c'est le rapport de force. Il suffit de regarder la presse pour voir au niveau de l'actualité notamment à quel point le rapport de force est omniprésent. On le voit au niveau de certains décideurs politiques, on le voit par rapport à l'actualité guerrière malheureusement. Et ceci a un effet extrêmement négatif. Pourquoi? Parce que ça va induire des croyances. Une des croyances automatiques, c'est que pour négocier, il faut à tout prix écraser la partie adverse. Si on ne réussit pas à écraser la partie adverse, on va la manipuler, lui mentir et utiliser d'autres tactiques. Et enfin, au bout de cela, si les 2 premières stratégies, le rapport de force et la manipulation, n'a pas fonctionné, on va passer à des effets de compromis. Donc, je vais vous expliquer quels sont les écueils, les quelques bénéfices du rapport de force, de la manipulation et du compromis, et ensuite de quelle manière nous pouvons négocier davantage. Ok. Alors, c'est vrai qu'on pendant très longtemps, on évoquait beaucoup cette dimension du win-win, hein, du gagnant-gagnant. C'est forcément, tu vas nous en parler. Et en effet, avec tout ce qui nous entoure, on est passé dans cette. Alors même si on sait bien que négocier, c'est aussi à partir d'un différent. À évoquer ce rapport de force que tu nous parles, dont tu nous parles. Mais là, on a le sentiment qu'on a un petit peu j'allais dire avec mes mots, les mauvais garçons de la négo, ils ont repris du pouvoir là ces temps-ci, non? Est-ce que c'est aussi, c'est juste moi qui perçois ça? Comment tu regardes ça? Alors les bad boys entre guillemets de la négociation ont pris le pouvoir dans tout un tas de domaines différents. Alors déjà pour poser un premier cadre concernant l'art de négocier. Tu parlais d'un état de l'art tout à l'heure, moi je vais parler de l'art de négocier, car négocier est un art. C'est un art qui existe depuis le XVIIIe siècle dans sa théorie, qui était structurée en France. C'était structuré à la cour de Louis XIV, donc Cocorico, les Français en premier ont structuré l'art de négocier. Ce que l'on peut dire, si je peux partager le support, je vais voir si ça fonctionne. Partager l'écran, autoriser le partage de la fenêtre. Je fais tout ça en live, bien évidemment. Ouais, vas-y. Voilà. Est-ce que vous voyez quelque chose là? C'est OK? C'est en train d'arriver et nous voyons quelque chose. Parfait. Alors, pendant que tu prépares, on va tout de suite, comme ça, on déverrouille rapidement. Yann, il rentre dans le sujet, blam, direct. Hein. Il y en a qui ont besoin de plus d'échauffement. Yann, pour le coup, il est déjà chaud. Il nous dit, j'ai du mal à comprendre en quoi la stratégie du compromis fait partie des 3 tactiques déloyales. Alors, je vais faire un éclaircissement par rapport à ce mot de compromis. Pourquoi? Parce que c'est un mot à plusieurs facettes, à plusieurs entrées. Vous êtes dans une négociation immobilière, ça devient un outil, le compromis, un compromis d'achat, un compromis de vente. Donc là, c'est un outil à l'usage de la négociation. En revanche, le terme de compromis, pour nous, experts de la négociation, ça signifie tout simplement que par le biais de concessions respectives, c'est-à-dire de pertes respectives, vous obtenez un accord. Pour utiliser un exemple, pour faire une analogie personnelle, voilà, dans le couple, que sont les compromis? Alors au début, on peut fonctionner sur du gagnant-gagnant. Rappelez-vous des premiers moments du couple où chacun apprécie ce que l'autre aime, c'est que ce soit ce joli petit haut dans une vitrine, le restaurant et le reste. Et puis viennent les premières vacances. Lors des premières vacances, vous allez faire un premier compromis. Je vous donne un exemple. L'un aime la mer, l'autre aime la montagne. Bon, si vous passez les 15 jours à la mer alors que vous préférez la montagne, eh bien, il se peut que votre conjoint fasse des concessions
en vous invitant au restaurant, en vous permettant d'aller faire une activité, etc., etc. Donc, le compromis en négociation, c'est l'art de faire des concessions respectives, donc de perdre de la valeur de part et d'autre. Si on traduit ça de manière professionnelle dans des négociations sociales, dans le cadre de CSE, par exemple, de comités socio-économiques, de négociations salariales, les syndicats rencontrent une direction, la situation de l'entreprise est délicate, l'entreprise est en train de vivre, je ne sais pas, une réduction du personnel, par exemple. La réduction du personnel, c'est un compromis. On doit licencier une partie du personnel de manière à tenter de relancer l'activité. Donc chacun fait une perte, chacun va perdre quelque chose de manière à avancer dans la négo. Alors attention, le compromis pour autant fait partie des résultats également en négociation. Donc soit c'est un outil, soit c'est une manière de négocier par le biais de concessions, soit c'est un résultat qui est que nous avons fait des concessions, nous avons sauvé quelque part la négociation. Donc c'est un terme qui est utilisé à tort, dirais-je, pour valoriser la qualité d'un bon accord. Or, le bon accord, comme disait Fabrice, c'est le gagnant-gagnant. Chacun rajoute de la valeur de part et d'autre par le biais d'options de création de valeur pour satisfaire les parties en présence. Super. Merci de la précision. On va laisser Yann pour un sa petit peu question. avancer parce que du coup, voilà, il va donner des points de repère. Je rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre que du coup, si vous avez des questions, voilà, comme Yann, vous allez plutôt les écrire dans cette partie du webinaire pour qu'on puisse les voir. Giancarlo, je te relaisse la parole. Merci. Alors, merci à Yann pour cette première question. Alors, la première chose que l'on peut dire, c'est que cette compétence professionnelle est une des compétences les plus valorisées. On considère que parmi les 10 compétences en entreprise que devrait, je dis bien que devrait posséder un cadre ou un cadre sup, la négociation fait partie de ces 10 compétences. Au-delà maintenant de la maîtrise de l'intelligence artificielle qui commence à arriver, de la maîtrise des compétences relationnelles, des soft skills. Sachez que vous négociez en moyenne, dans vos métiers d'acheteuse et d'acheteurs, c'est encore plus prégnant, plus important, 60 à 80% de votre temps est consacré à la négo. Néanmoins, les budgets formation liés au sujet de la négociation représentent entre 2 à 5% des formations qui sont proposées. Ça, ce sont des données sans Du coup, alors, ça tombe bien, pendant que Giancarlo va continuer, moi, je vais vous sonder et je vais vous dire pourquoi je vais vous sonder, parce que souvent, quand je faisais, alors j'en fais moins, j'en fais beaucoup moins, des formations sur le thème de la négo, j'étais toujours très surpris que les acheteurs, en fin de compte, se forment assez peu à la négo, assez peu souvent, là où pour intervenir auprès de populations commerciales, il y a une récurrence de pratiques. Alors des fois, on parle de formation, de training sur la négo qui est beaucoup plus régulier. Je ne sais pas si tu constates ça aussi, Giancarlo, mais du coup, j'étais toujours très surpris. Donc du coup, là, on a la chance, vous êtes très nombreux, d'avoir un échantillon d'acheteurs. Donc du coup, je vais lancer le sondage, je le publie. Voilà, c'est parti. N'hésitez pas à me dire si vous avez suivi une formation à la négo ces 12 derniers mois, qu'on voit un petit peu ce que ça donne. Voilà, allez, c'est parti dans les sondages, et comme ça, on verra ce que ça donne. Mais il y a déjà une tendance qui se dégage, comme on peut le voir. Et la partie, la négo pour les vendeurs, du coup, Giancarlo, tu interviens aussi auprès de ces populations ? Alors, les populations auprès desquelles nous pouvons intervenir, ce sont les acheteurs. Hier encore et avant-hier, je formais une direction des achats chez Danone, des personnes qui achètent du lait auprès de petits et moyens producteurs, des vendeurs également, bien évidemment, alors que ce soit les acheteurs ou les fournisseurs, nous les formons de part et d'autre. Je dirais que les acheteurs peut-être qui échappent à la formation, en tout cas à notre typologie de formation, ce sont les acheteurs dans la grande distribution, les acheteurs en GMS. Ce que l'on peut constater d'ailleurs chez ces acheteurs, c'est qu'ils ont pris des tics de négociation, des mauvaises habitudes de négociation,
liées notamment au rapport de force, à la manipulation de l'environnement, au chantage émotionnel, au chantage sur les chiffres, à de la violence liée à la rédaction contractuelle également. Donc, parmi la population des acheteurs, on a beaucoup d'acheteurs, enfin beaucoup d'acheteurs dans le milieu bancaire. Je pense à la BPCE, je pense à la BNP, je pense aux banques de détail et à quelques banques d'affaires. On forme énormément d'acheteurs dans le milieu de l'agroalimentaire également, beaucoup. Alors, des acheteurs ensuite dans des PME, des TPE, c'est plus confidentiel, mais ça nous arrive. Oui. Et vraiment, les acheteurs qui nous échappent, parce qu'il y a des écoles internes de négociation qui sont assez discutables, c'est la grande distribution. Ok. Voilà, clairement. Alors, tu vois, le sondage là qu'on vient de lancer, il confirme un peu ce qu'on pense, c'est-à-dire que 80%, 82%, en tous les cas, au moins les personnes qui nous écoutent ce matin, n'ont pas suivi une formation à la négociation ces 12 derniers mois. Voilà, donc du coup, c'est juste une petite photo comme ça en passant qui confirme que ce sujet de la négo, il n'est pas aussi récurrent et régulier qu'on pourrait peut-être l'imaginer. Et je vois d'ailleurs une question de Laetitia, je me permets de rebondir sur cette question. Je ne les ai pas évoquées. Donc Laetitia, oui, nous formons également des acheteurs du secteur public, avec une particularité qui est que vous êtes soumise et soumis au code du secteur public, à des codes d'achat, notamment par rapport à des appels d'offres, qui peuvent vous contraindre davantage par rapport au privé. C'est-à-dire qu'au-delà d'une certaine somme dans les achats publics, qu'il s'agisse, je ne sais pas, d'une collectivité territoriale, d'une agglo, d'une municipalité, peu importe, vous êtes soumis à ce code des marchés publics qui est un tout petit peu plus contraignant dans votre manière de négocier. En revanche, la manière de négocier, les comportements que vous jouez sont exactement les mêmes. Que vous soyez acheteur du public ou acheteur du privé, vous négocierez exactement de la même manière. Pour revenir à la présentation, sauf à ce qu'il y ait des questions, ce que l'on remarque lorsqu'on va former les publics, c'est que la plupart du temps, on vous jette dans le bain de la négociation en vous disant, voilà, tu vas négocier, débrouille-toi, tu vas apprendre sur le tas. C'est une mauvaise idée. Pourquoi est-ce que c'est une mauvaise idée? Parce que nous sommes, avant d'être rationnels, nous sommes des êtres émotionnels. Donc l'émotion prend souvent le dessus en négociation, avec des effets d'improvisation au niveau du savoir-faire. Or, la première chose à faire, c'est déjà de préparer sa négociation, de la structurer. En structurant sa négociation, on va diminuer considérablement l'anxiété et le stress. Le troisième écueil, c'est qu'à partir du moment où le stress s'en mêle, il y a des effets contre-productifs à la négociation. Les trois effets les plus fréquents en négociation, lorsque la négociation devient difficile, c'est 1, je suis attaqué par un fournisseur, par un acheteur, peu importe, je contre-attaque. Une fois que vous êtes parti à la contre-attaque, vous êtes parti au combat, avec des effets d'escalade dans le combat. Bienvenue dans les négociations géopolitiques actuellement. On voit les effets d'escalade qui vont jusqu'à la guerre, vraiment, jusqu'au passage à l'acte. Le deuxième écueil, c'est que l'émotion s'en mêle. Je ne réussis pas à négocier, je vais céder de la valeur. Voilà, je vais céder, je vais abdiquer. Une fois que vous avez cédé, vous faites ce que l'on appelle, nous, un ancrage en négociation. Une fois que vous avez ancré une valeur qui ne vous correspond pas, quelque chose qui est contre-productif pour vous, vous ne pouvez plus revenir en arrière dans la négo. Donc, je combats, je cède, ou alors je cours, je fuis, je quitte la table de la négo parce que je n'ai plus de ressources intellectuelles, émotionnelles. Le cerveau émotionnel a pris le dessus sur la partie rationnelle du néocortex et de notre cerveau. Très bien, super. Allez, on va poursuivre. Pour l'instant, une fois encore, n'hésitez pas à poser des questions, mais on est bien dans le timing. Alors, pour continuer, je vais illustrer mon propos par rapport au jeu que les gens jouent. Pourquoi? Parce que figurez-vous que la négociation, c'est une immense pièce de théâtre dans laquelle les personnes entrent en représentation avec des comportements. Vous ne négocierez pas de la même manière si vous êtes acheteuse ou acheteur dans l'agroalimentaire que
comme vous négociez vis-à-vis de vos conjoints ou de vos enfants. Bien évidemment, vous n'allez pas utiliser les mêmes comportements, la même terminologie, sauf à ne pas dissocier le milieu professionnel du milieu personnel. Donc, je vais prendre quelques exemples d'actualité. Le premier exemple d'actualité, je vous le disais, c'est la grande distribution, avec des lois qui sont venues maintenant régir les échanges, donc les lois EGalim, qui sont des lois qui ont été mises en place par un législateur, donc par l'État français, qui malheureusement ne sait pas ce qui se passe dans les box de négociation de la grande distribution. Ils ne savent pas, par exemple, qu'on peut vous faire attendre 1 heure dans un box surchauffé, un box glacé, qu'on va vous mettre ensuite en négociation. Vous allez entrer en négociation, vous serez 1 ou 2 personnes face à 5 ou 6 acheteurs féroces qui vont vous questionner ou qui vont vous agresser de la manière la plus virulente. Donc, la grande distribution en France, c'est un particularisme français, figurez-vous, est considéré, les négociations sont considérées comme faisant partie des négociations les plus difficiles. Donc, je prends le visage ici plus ou moins souriant et bienveillant de Michel-Édouard Leclerc, que tout le monde connaît pour ses qualités de communicant. C'est quelqu'un qui communique très très bien vis-à-vis des consommateurs. Alors, vis-à-vis des fournisseurs, c'est pas tout à fait pareil. L'idée, c'est de les faire plier, d'aller chercher le point ou les 2 points de diminution de manière à ce que le fournisseur soit pris à la gorge. Alors, bien évidemment, les lois EGalim 1 et EGalim 2 sont venues réguler ces comportements déloyaux, ces tactiques déloyales, mais elles existent encore. Le deuxième exemple d'actualité, c'est ce que vous pouvez vivre par rapport à la violence économique. Alors, qu'est-ce que la violence économique? C'est le chantage économique, c'est-à-dire que je vous fais de l'ultimatum en négociation en vous disant soit vous accédez à ma demande, soit je vais vous déréférencer. En fin de formation, je vous donnerai un outil de manière à ne pas céder à l'ultimatum. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez cédé à l'ultimatum, soit vous baissez le prix, soit je vous déréférence. Dans les 2 cas, vous aurez perdu la négociation. Autre exemple, alors là, nous avons probablement l'Olympe, le top du top en termes de tactique déloyale. Nous nous rappelons du mauvais moment qu'a vécu Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale avec Donald Trump. Donc là, vous avez des effets d'humiliation. Donc là, on vient humilier le négociateur. On utilise le chaud et le froid, c'est-à-dire qu'on va faire des demandes parfois totalement exagérées. On appelle ça de la porte au nez en négociation, pour ensuite, par un effet de concession, donner l'illusion d'un gain. Bon, ici, vous avez la personnalité du négociateur qui va faire toute la différence. Négocier face à un Donald Trump, c'est un exercice extrêmement délicat, voire même extrêmement douloureux. Et enfin, donc là, je vous ai parlé du niveau professionnel de la négociation. Sur un plan plus personnel, alors vous négociez, donc là, ici, on est sur le contrat de mariage entre Beyoncé et son mari, son ex-mari d'ailleurs. Alors, nous ne préparons pas la négociation lorsque nous nous marions, lorsque nous rencontrons quelqu'un, bien évidemment, encore moins lorsqu'on se sépare, lorsqu'on divorce. Pour autant, le seul moment où on doit préparer vraiment la négociation, c'est au moment d'un divorce. Parce que les divorces, comme vous le savez, pour celles et ceux qui ont peut-être vécu ce moment délicat et douloureux, eh bien, ça peut coûter très cher à la sortie. Et enfin, au niveau personnel, pour celles et ceux qui ont des enfants, qui ont des enfants avec lesquels on peut habilement négocier lorsqu'ils sont tout petits, eh bien, vous aurez remarqué qu'avec certains de vos enfants, vous aurez davantage de difficultés à négocier. Pourtant, ils n'ont pas appris à négocier, mais ils mettent en place par des effets d'imitation, des processus affectifs qui vont vraiment jouer sur l'affect des négociateurs. Donc, vous voyez qu'on négocie tout le temps. On négocie au niveau pro, au niveau personnel. On est en permanence dans un processus de négociation. Allez, super. En effet, bon, du coup, pour les enfants, on fera un webinaire spécial, promis. Là, j'ai des choses à dire. En tous les cas, question de Fatima. Comment évaluer le rapport de force entre acheteurs et fournisseurs et quelle stratégie adopter? Alors,
Bon, comme vous allez le voir, en effet, Giancarlo a prévu un certain nombre d'éléments qui va dérouler de manière un peu organisée. Donc, il se peut que vos questions, elles arrivent à un moment qu'on pourrait voir un peu plus tard. Donc, c'est lui, moi, je lui pose la question et on voit ensemble comment on traite le point. Mais donc, comment on évalue ce rapport de force entre l'acheteur et le fournisseur et quelle stratégie adopter selon, en effet, que se trouve en position plutôt forte ou du coup, plutôt faible? Alors, déjà, pour commencer, il faut savoir qu'est-ce que le rapport de force. Voilà. Qu'est-ce que le rapport de force et quelles sont les tactiques que l'on met en place par rapport au rapport de force. Alors, pour ce faire, je vais passer directement à cette partie-là, hein, qui est une partie extrêmement courante en négociation. Alors, je repartage l'écran, je vais voir si ça fonctionne. Voilà. Vous me dites si ça... Fabrice, tu peux me dire si ça fonctionne? Oui. Alors là, pour l'instant, voilà. Et du coup, je pense qu'on va te retrouver. Ça y est, ça marche. On te Parfait. renvoie avec cette belle image. Alors, sur cette image, on voit ces deux antilopes là, qui sont en train de se battre et l'éléphant qui observe la bagarre. Alors, qu'est-ce que le rapport de force, hein? Quels sont déjà les avantages à entrer en rapport de force? Le rapport de force est une croyance, comme je vous le disais au début du webinaire, c'est une croyance qui consiste à penser que parce qu'on utilise le rapport de force, on va obtenir un gain en négociation. Alors, en effet, dès que vous utilisez le rapport de force, vous pouvez, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, vous pouvez obtenir un gain extrêmement rapide. Ce gain rapide va satisfaire avant tout l'ego des négociateurs. Donc, ce sont des pulsions égotiques, c'est l'ego qui va s'en mêler, avec, pourquoi pas, une sortie de la table extrêmement rapide. Ça, ce sont les avantages. En revanche, il y a énormément d'inconvénients à utiliser le rapport de force. Le premier inconvénient, c'est que dès que vous mettez la pression à quelqu'un, vous induisez chez lui ce que nous appelons une blessure narcissique. Pour le dire plus simplement, tu m'as blessé, tu m'as fait du mal. Et le pouvoir à la table de la négociation, que vous soyez acheteur, que vous soyez fournisseur, je l'illustre par un cas très concret. Vous avez face à vous quelqu'un qui est en position de monopole, un fournisseur qui est en position de monopole. J'avais ça la semaine dernière à la BPCE, hein, qui est un conglomérat bancaire. Et vous vous appelez micro quelque chose, vous voyez, vous avez une position de monopole. Vous avez insisté pendant des années en augmentant les prix chaque année sur des solutions informatiques, par exemple. Eh bien là, vous allez subir le rapport de force. Le jour où un concurrent arrive sur le marché avec une offre aussi compétitive, le rapport de force va jouer à la défaveur du fournisseur qui vous a pressurisé. Pour le dire autrement, si vous avez une solution de rechange ailleurs, vous allez l'activer, quitte même à exclure totalement le fournisseur habituel. Le troisième écueil, c'est qu'au fur et à mesure que vous utilisez le rapport de force, au fur et à mesure que les tactiques déloyales arrivent, alors qu'est-ce que c'est que les tactiques déloyales dans le rapport de force? Ça peut être la pression du temps. Écoutez, vous avez 5 minutes, 10 minutes, pas une minute de plus, alors dépêchez-vous. Voilà, donc là, le stress commence à s'inviter. Une deuxième tactique, ça peut être la mise en concurrence. Bon, écoutez, votre solution est intéressante, mais vous savez, moi, j'ai bien mieux ailleurs. Donc, vous allez baisser le prix tout de suite et on n'en parle plus. L'ultimatum, bien évidemment, soit vous faites ci, soit vous faites ça. Dans les deux cas, malheureusement, vous aurez perdu. Voilà, je passerai à la manipulation après. Voilà pour dégrossir ce qu'est le rapport de force. Le rapport de force est une stratégie. Voilà, c'est la tête de la pieuvre. Les tentacules, ce sont les tactiques. Une des tactiques également déloyales qui peut être utilisée, c'est la manipulation de l'environnement. Qu'est-ce que c'est que la manipulation de l'environnement? Je vous mets dans des conditions extrêmement difficiles. On l'a vu dans une négociation entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron au début du conflit ukraino-russe. Au tout début du conflit, rappelez-vous de cette scène où Vladimir Poutine accueille Emmanuel Macron. Alors déjà, il ne l'accueille pas sur le perron. Il le laisse rentrer, il l'accueille autour d'une table gigantesque, de manière à lui montrer que c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui l'autocrate, c'est lui qui va mener l'échange dans la négociation. Ceci dans un box d'achat-vente. Alors,
J'ai peut-être caricaturé les effets dans la grande distribution tout à l'heure, parce que ça a énormément changé, évolué bien évidemment, pour les acheteuses ou les acheteurs d'entrepôt de la grande distrib. Mais fut un temps, ça pouvait être, je vous laisse asseoir sur une chaise un tout petit peu plus basse et je prends une dominance en m'asseyant sur un promontoire en négociation. Oui, il y a sûrement en effet à la fois des images qui ont été un peu véhiculées. On pense tous à la vérité si je mens, bien sûr, Oui, bien sûr, bien qui est un sûr. peu Oui. repris. Alors, je ne suis pas moi-même issu de la grande distribution, mais j'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans le secteur et de familles qui travaillent encore un peu. Oui, ça a un peu changé. C'est un peu changé. Ça a un peu changé, mais les choses se font maintenant avec peut-être plus de subtilité. Bien sûr. Pour autant, on est quand même dans cette très forte logique, qu'on soit d'ailleurs un distributeur, qu'on soit une très grande marque, qu'on soit voilà, et qu'on soit une toute petite entreprise qui veut faire du commerce local avec son supermarché. Il y a quand même des pratiques qui sont un peu qui restent un peu pour partie particulière, parce que le contexte est lui-même particulier. Hein, voilà, c'est ça qu'il faut aussi comprendre. C'est que forcément, quand vous êtes un petit acteur et que vous avez face de vous quelqu'un qui va avoir une capacité à devenir un client excessivement important, bah, les relations sont différentes, mais on le vit sans être dans la grande distribution tous les jours, qu'on soit acheteur Bien ou sûr. vendeur. Vois-tu, Fabrice, tu parlais de la grande distribution. On voit qu'une des tactiques qui ne fonctionne pas à terme, hein, qui donne un résultat d'ailleurs perdant-perdant, c'est le déréférencement de certaines marques. Le fait de déréférencer les marques, donc de menacer de déréférencer une marque. Si on prend les majors, hein, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, un Coca-Cola, un Nutella, voilà, un Ferrero, est-ce que c'est une bonne idée de les déréférencer? Alors, c'est un rapport de force ultime, hein, parce que là, on casse la négociation. Or, le problème, c'est que les clients, à la fin, ne trouvent plus les références en grande distrib dans certaines enseignes. Alors, ça s'est pratiqué, ça se pratique beaucoup, beaucoup moins, bien évidemment. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles quittent l'enseigne pour aller ailleurs. Une fois qu'elles sont ailleurs, malheureusement, elles peuvent devenir captives. Une fois qu'elles ont goûté, on ne va pas nommer les enseignes ici, hein, d'une enseigne A à une enseigne B, elles ne vont pas acheter uniquement du Nutella s'il a été déréférencé ailleurs ou du Coca-Cola s'il a été déréférencé Ouais, ailleurs. bien Ils vont sûr. acheter l'ensemble du caddie. Donc, le problème du rapport de force, c'est qu'on a du mal à estimer l'impact que va avoir le rapport de force sur la relation et sur le business. Ouais. Alors, avant qu'on réponde à la question de Benoît qui va arriver après, une deuxième question de Fatima sur, je crois que tu en parles un peu plus loin, mais donc qui vient un petit peu sur les approches et les techniques autour de la manipulation. Tu veux en dire un mot maintenant? En tous les cas, la question, c'est comment identifier les techniques de manipulation et comment y résister de manière efficace et éthique, rajoute Fatima. Alors, Fatima et puis les autres, hein, pour vous rassurer, sachez déjà que nous manipulons toutes et tous. Nous mentons toutes et tous. Donc, les études qui ont été réalisées notamment chez Paul Ekman, c'est le pape du mensonge et de la manipulation. Alors, c'est un monsieur qui est relativement âgé maintenant. Eh bien, une des études qu'il avait menées était très intéressante. Il montrait que dans les 10 premières minutes d'une rencontre dans une soirée, vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas, en moyenne, dans les 10 premières minutes, vous allez débiter 3 à 5 mensonges. Alors, que sont ces mensonges? Ça peut être une omission, j'oublie de dire quelque chose. On va maquiller la vérité. Au lieu de dire je suis acheteur à tel et tel endroit, eh bien je suis directeur des achats à l'international dans tel, tel groupe. Ou alors on va mentir de manière délibérée et automatique. Quelqu'un vous pose une question, vous allez mentir automatiquement de manière à embellir votre CV en négociation. Alors, qu'est-ce que la manipulation? On va faire une différence déjà entre deux termes. Le premier terme qui est l'influence et le deuxième terme qui est la manipulation. Pourquoi est-ce que je fais la différence entre les deux? Parce que chez nous, moi dans ma société qui s'appelle Influence, hein, ça ne s'invente pas, quelles sont les techniques d'influence positive de manière à induire une prise de décision? Ça, c'est ce que nous appelons, nous, l'influence. Alors attention, il y a également le terme d'influenceurs maintenant, qui sont ces filles et ces gars sur YouTube, hein,
dont tu fais partie d'ailleurs, hein, Fabrice, hein, tu es probablement un influenceur au niveau des achats, et tant mieux. Alors, Donc, je vis pas à Dubaï, hein. bon, pas encore, Pas pas encore, encore, c'est ça? encore, Oh, non, j'ai pas pas trop encore. envie pour le coup en plus. Mais bon, Non, 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 ouais. le climat est trop chaud et sec. Alors, en tout cas, pour faire une différence, chez nous, l'influence a une connotation positive, là où la manipulation a une connotation négative. Alors, qu'est-ce qu'il y a de positif à manipuler quelqu'un? Le premier avantage, c'est le sentiment de dominance et d'ascendant. Bienvenue en politique, bienvenue dans tout un tas de secteurs d'activité où le fait de manipuler l'individu donne le sentiment à l'autre que les mensonges sont passés déjà inaperçus, qu'on réussit à tirer les ficelles. Dans l'imagerie d'Épinal de la manipulation, on voit le tirage des ficelles. Hein. Machiavel, hein, qui est un maître à penser dans la manipulation, a parlé vraiment voilà, de poupées ou de mannequins que l'on actionnait en négociation ou bien au niveau politique à son époque. Donc l'intérêt de la manipulation, c'est que contrairement au rapport de force, vous allez beaucoup moins vous fatiguer, vous allez beaucoup moins vous user en manipulant quelqu'un. Alors, quels sont les inconvénients à la manipulation, pardon? Le premier, c'est qu'une fois que la manipulation a été découverte, c'est pire que le rapport de force. Pourquoi est-ce que c'est pire? Parce on peut se contenter d'un manager directif, d'un fournisseur ou d'un acheteur qui vous met la pression. On peut s'en contenter, se dire, après tout, elle est comme ça, il est comme ça, c'est OK, je le connais. Allez, je sais que pendant les 5 premières minutes, il va me taper dessus, mais ensuite, on va pouvoir réussir à trouver un accord. En revanche, une fois que vous avez manipulé quelqu'un, si vous avez été démasqué, voilà, le masque est tombé, eh bien, vous pouvez être sûr que la personne qui est face à vous va se méfier de vous systématiquement. Est-ce qu'il n'est pas, en train de me manipuler davantage? Donc, pour racheter sa réputation et racheter sa confiance, bon courage. Bon courage. L'exemple le plus caricatural de la manipulation ces dernières années en France, de la manipulation au niveau politique, c'est Jérôme Cahuzac. Rappelons-nous quand même de cet homme qui était ministre de l'économie et des finances sous François Hollande. Alors, il eût été intéressant de se renseigner d'abord sur le parcours pour savoir quels ont été les agissements. Qu'est-ce qu'il a fait, Jérôme Cahuzac? Il a été pris à son propre piège. C'est-à-dire par un effet d'engagement, il ne pouvait plus revenir en arrière dans ses mensonges. Il avait dit à Jean-Jacques Bourdin, pour ceux qui se rappellent de cette séquence, je n'ai jamais menti, je vous jure les yeux dans les yeux que je n'ai jamais menti, bon, ce qui est le premier magnifique mensonge. Et ensuite, on s'est rendu compte à quel point, en commission parlementaire, il a dû tout révéler. Il a révélé qu'il avait menti, qu'il avait des comptes offshore, etc. Sauf qu'en termes de réputation politique, ça a été sa fin politique. Voilà, ça a été la fin politique. Il a tenté de se représenter aux législatives l'année dernière, rappelez-vous. Bon, ça n'a pas fonctionné parce qu'une partie de l'opinion publique s'est dit, mais je ne vais pas voter pour ce type qui nous a menti, qui nous a berné. Donc la manipulation est bien pire au niveau réputationnel que le rapport de force en négociation. Hop, Fabrice, je te laisse la parole. Allez, du coup, tac. Alors, je suis en train de regarder. On a une question également. Alors, Benoît, il arrive dans la partie, mais il est midi moins le quart, donc c'est vrai qu'on avance dans notre déroulé. Alors, question de Rachel. Tiens, peut-être que tu connais la réponse, et c'est un qui la connaît. Comment s'appelle le pape du mensonge qui a écrit sur le mensonge? Ah oui, alors, le pape du... Alors, le pape du mensonge. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je l'ai dit peut-être rapidement, c'est Paul Ekman, qui a écrit un chef-d'œuvre absolu, alors qui date un tout petit peu, qui s'appelle Je sais que vous mentez. Bon, voilà, donc le titre est très, très explicite. En revanche, pour des versions plus actualisées, Robert Cialdini, dont tu parlais en préambule, Fabrice. Donc, Robert Cialdini, c'est un psychologue qui est spécialisé en psychologie sociale. Alors, pour la petite histoire, c'est très amusant. Il en avait marre de se faire berner par des commerciaux, par des vendeurs de voitures, de canapés, de tout un tas de choses.
au tout début vraiment de sa, on va dire, de sa carrière de psychologue, il en avait marre de se faire berner et il a dédié toute sa vie au mensonge et à la manipulation, au mensonge, à l'influence, à la manipulation. Il a écrit 2 ouvrages, un premier qui s'appelle Influence et manipulation, qui est un chef-d'œuvre absolu, et le deuxième qui s'appelle Persuasion. Alors, persuasion, qu'est-ce que c'est? De quelle manière je peux mettre quelqu'un dans des conditions d'achat ou de vente? Voilà comment je peux le conditionner au niveau du marketing, du neuromarketing, pour qu'il y ait un acte d'achat ou un acte de vente. Donc, je vous recommande, pour celles et ceux que ça intéresse, bien évidemment, hein, le sujet qui en ont marre de se faire manipuler, disons-le, voilà, ce sont 2 ouvrages de référence sur la thématique. Allez, du coup, puisqu'on est sur Cialdini et manipulation, moi je vous recommande une super vidéo que j'ai faite sur le sujet, après avoir lu ce livre il y a quelques temps de cela, et c'est une vidéo qui fonctionne bien sur la chaîne YouTube, donc en effet, on a écrit. Donc Rachel, voilà, merci, et merci pour ta réponse, Giancarlo. Question de Benoît, quels sont vos conseils? Alors, on prend les sujets un peu comme ils viennent. Pour mener au mieux une négociation, là, Benoît, c'est une question large, on va le dire comme ça. Du coup, il parle des objectifs, il parle bien sûr de cet acronyme SMART qui nous aide souvent sur ce sujet. Avant de te laisser la parole pour répondre, ce que je peux dire moi simplement sur la négociation, et avant qu'on en vienne à voir en effet quels sont les conseils, moi je serais tenté de dire que le premier conseil, c'est tout simplement de la préparer, sa négociation. Quel que soit ce que vous allez faire ensuite en termes de préparation. Mais bon, moi je suis un acheteur et on est un peu, j'allais dire, entre nous aujourd'hui. Faut pas qu'on se raconte d'histoire. Moi, je sais qu'il y a un certain nombre de négociations où j'arrivais sans préparation. Voilà. Et ça, c'est une différence majeure que je tiens à signaler entre les acheteurs et les vendeurs. C'est que quand vous êtes acheteur et que vous ne préparez pas, vous allez négocier. Et puis à la fin, vous allez quand même acheter. Et la vraie différence avec un vendeur, c'est qu'un vendeur qui ne prépare pas sa négociation, il peut avoir une sanction plus dramatique de ne pas vendre. Hein. Et moi, aujourd'hui, qui suis un vendeur depuis maintenant une vingtaine d'années, puisque du coup, je vendais du conseil et de la formation auprès d'acheteurs, j'ai vu un certain nombre de situations où en face de moi, j'avais des gens qui manifestement n'avaient pas préparé leur négociation, et ça m'est arrivé à moi aussi de ne pas les préparer, mais quand vous êtes vendeur et que vous ne préparez pas, vous ne vendez pas. C'est assez, voilà, c'est pour ça que quand on me dit acheteur-vendeur, c'est la même chose. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc du coup, le premier conseil peut-être, Benoît, c'est de préparer. Alors bien sûr, la préparation, elle va avoir une dimension un peu différente, qu'on soit sur un sujet plus ou moins complexe, plus ou moins stratégique, qui implique plus ou moins de personnes, etc. Mais déjà de s'assurer que sur chacune des négociations, on parle là de l'univers professionnel, on puisse en effet consacrer un temps de préparation. Ça, je pense que c'est vraiment un point qui est important. Et ça veut dire que ce temps-là, il faut le caler dans vos agendas et dans vos suivis. Hein, sinon, on n'y arrive pas. Voilà. Alors, de ton côté, Giancarlo, quelques conseils pour, on va dire, un peu généraux pour mener au mieux une négociation. Alors, je vous propose 2 choses, puisqu'il nous reste un peu plus d'une dizaine de minutes. La première, c'est de vous livrer ce que nous appelons, nous, le plan stratégique de négociation, qui repose sur 6 éléments clés, donc 6 éléments fondamentaux de la préparation. Et le deuxième, parce que je m'y suis engagé implicitement tout à l'heure, c'est de vous dire comment recadrer un ultimatum. Donc là, je vous livre un outil. Alors, la première chose, c'est, avant d'aller en négociation, vous devriez, je dis bien vous devriez, préparer 2 fois plus que ce que vous négociez. Pour le dire autrement, si vous allez négocier pendant 30 minutes, votre préparation devrait durer 1 heure. La première chose que l'on considère en négociation, ce sont les motivations centrales. On appelle ça, nous, des intérêts. Les intérêts, qu'est-ce que c'est? Ce sont des verbes. Exemple, faire partie du comité de direction de mon entreprise. Ça, c'est une motivation. Il y a des motivations négociables et des motivations qui ne sont pas négociables. Je vous donne un exemple. Vous êtes acheteur dans le secteur du nucléaire, par exemple chez Orano. Moi, j'ai eu des acheteurs dans le secteur du nucléaire. Ce qui est non négociable, c'est la sûreté nucléaire. Donc, ce que vous devez d'abord figer, c'est quelles sont mes 3, 4, 5 motivations et quelles pourraient être, je dis bien quelles pourraient être les motivations de la partie adverse. Alors après, on va voir comment comprendre les motivations de la partie adverse. Donc, une fois qu'on s'est calé sur
pourquoi je négocie. Donc, je dis bien pourquoi. Je négocie quoi? Exemple, je veux faire partie du comité de direction de mon entreprise. Eh bien, les points négociés, ce sont des missions en interne, passer, pourquoi pas, un diplôme, un master, un MBA, enfin quelque chose qui va me permettre d'améliorer mes compétences théoriques. Ça peut être également faire un assessment, une évaluation de mes compétences, ou alors faire de la politique en interne pour commencer à me placer au niveau du comité de direction. Donc, pour une motivation, vous pouvez avoir 10 points à négocier. Vous allez demain acheter une voiture, donc là c'est une négo totalement personnelle. Votre motivation c'est d'acheter une voiture plus grande parce que je viens d'avoir un troisième enfant, il me faut maintenant un monospace, ça c'est une motivation. Ben, le point à négocier, ça va être le moteur, est-ce que je veux un moteur hybride, un moteur diesel, est-ce que je veux une voiture avec tant de kilomètres, une occasion, une voiture neuve. Donc ce sont des points à négocier. Donc pourquoi je négocie? Je négocie quoi? À partir de quoi? Donc, quelles sont les références, les critères objectifs de la négociation? Pour l'illustrer par un exemple, vous êtes acheteur dans, je ne sais pas, dans la grande distribution, vous voulez changer de vie et devenir acheteur dans le luxe, par exemple. Ce sont deux secteurs d'activité très, très différents. Allez, vous êtes acheteur, je ne sais pas, chez Intermarché, chez Leclerc, et vous voulez devenir acheteur chez Hermès, je vous le souhaite, LVMH ou un autre. Eh bien, quelles sont les références de marché? Combien est payé, combien est rémunéré un acheteur chez Hermès? Comment est-ce que vous allez récupérer des références objectives en appelant des personnes peut-être que vous connaissez dans votre entourage qui travaillent dans ce secteur d'activité, en allant regarder sur le site de l'APEC pour savoir combien les acheteurs peuvent être rémunérés là-dedans. Donc, pourquoi je négocie les intérêts? Je négocie quoi? Les points négociés. À partir de quoi les références objectives? Avec quoi? Des options de création de valeur. Alors, l'option de création de valeur, c'est ce qui permet de sortir du rapport de force, de la manipulation, du compromis. Donc, je vous donne un exemple. Vous passez votre entretien annuel d'évaluation. Vous êtes mis d'accord sur une augmentation, un pourcentage d'augmentation. Vous êtes plus ou moins satisfait. Voilà, c'est un compromis. Vous vouliez 10, vous avez obtenu 5. Vous n'êtes pas totalement satisfait. Mais il se trouve que vous avez envie d'aller travailler davantage à l'international, de devenir acheteur à l'international. Une option de création de valeur, tout simplement, c'est que l'entreprise vous permette de faire une immersion dans un cours de langue, par exemple, un cours d'anglais, par exemple, d'allemand, que sais-je, pendant une semaine en Angleterre, en Allemagne ou ailleurs. Ça, c'est une option de création de valeur. Certes, j'ai eu 5% d'augmentation, mais j'ai la possibilité d'améliorer mes compétences linguistiques. La communication est fondamentale en négociation. On pense, par une croyance limitante, que celles et ceux qui argumentent le mieux, que ce soit des acheteurs ou des vendeurs, réussiront leur négo. C'est totalement faux. Les personnes qui écoutent le mieux, qui d'abord tentent de comprendre, reformulent le mieux, vont pouvoir ensuite réussir leur argumentation. Chez nous, on commence lors des premières journées de formation, alors par des mises en situation, on va voir ce qui fonctionne bien déjà dans votre manière de négocier, mais les premières compétences sur lesquelles on va agir, c'est quoi? C'est l'écoute active, la qualité du questionnement de la reformulation, et ensuite, l'argumentation. Si je devais segmenter ça en termes de pourcentage, allez, 50% d'écoute, 30%, alors c'est pas aussi segmenté que ça, mais c'est vraiment pour vous donner un ordre de grandeur. 30% de questionnement de reformulation. Le reste, c'est de l'argumentation. Sans ça, vous devenez un battleur de foire. Et enfin, quelles sont les solutions de rechange? En gros, si les 5 premières parties ont échoué, quel est mon plan B en négociation? Si je ne suis pas augmenté depuis des années, si je n'obtiens pas ce que je veux, bon, je vais commencer à mettre le nez à la fenêtre et aller voir qu'est-ce qu'on me propose ailleurs comme poste, de manière tout simplement à améliorer la qualité de ma négociation ailleurs. Donc, quel est le plan B à ma négociation? Donc là, vous avez 6 points qui fonctionnent dans tout type de négo, que vous soyez acheteur, vendeur, juriste, avocat, que sais-je encore, que vous fassiez de la politique, que vous soyez diplomate, c'est une trame qui fonctionne dans tout type de négociation. Ça, c'est important, c'est-à-dire que je compare souvent ça au petit trou quand on apprend le vélo. Il faut vraiment qu'on ait cette routine. Alors, certains
Moi, j'ai vu des acheteurs qui avaient leur petite checklist. Voilà. J'ai vu des patrons d'achat qui demandaient aux acheteurs de préparer suivant un certain nombre d'éléments à préparer, et qu'une fois par semaine, on faisait des revues avant de passer à la négociation, etc. Peu importe le dispositif que vous allez mettre en place, mais avant qu'il devienne vraiment quelque chose d'impératif chez vous, ben, il faut installer ces routines. Voilà. Moi, pour vous donner un exemple qui date un peu, mais moi, j'avais installé dans mes équipes achats ce que j'appelais un cahier de négociation, où sur une double page, je demandais à tous les acheteurs sur la page de gauche de préparer avec les quelques thèmes. Là, Giancarlo nous en indique 6. Voilà, donc il y avait quelques éléments, ça devait être rempli. Ils partaient en négo, et la première chose qu'on faisait après la négo, on se reprenait 5 minutes et on remplissait la page de droite en disant ça a marché, ça n'a pas marché. Et du coup, on est dans une logique d'auto-progression permanente. Voilà. Et puis un jour, c'est tellement intégré que ça sera dur pour vous d'aller en négociation si vous n'avez pas préparé. Quand vous êtes à ce stade-là, c'est que ça y est, c'est vraiment intégré. Vous sentez que c'est ah ben zut, j'ai pas préparé, je dois être mal de ne pas avoir préparé parce que je sais rien sur mes objectifs, j'ai pas préparé mon plan B, etc., etc. Donc du coup, je pense que c'est vraiment important d'en faire une routine. Voilà. Et souvent, c'est là qu'il y a voilà, on ne vous demande pas de faire des exploits, on vous demande d'être performant et donc du coup régulier dans votre capacité à bien préparer les négos. Alors, parce qu'on ne se prépare pas, on se prépare souvent à l'échec. Et pour l'illustrer par une situation que vous avez toutes et tous vécue, vous pouvez vous préparer, bien évidemment, il faut se préparer, il faut préparer tous les scénarios possibles. Pour autant, on n'est jamais prêt par rapport à ce qui va se passer pendant la négo. Il n'y a pas une négo qui ressemble à une autre. Bon, je vais vous donner un exemple vécu il y a de très nombreuses années où j'allais négocier en Arabie Saoudite. Nous étions convaincus avec mon collègue, nous allions négocier un gros contrat, que la personne face à laquelle nous allions négocier était un Saoudien. Nous avions tout préparé au niveau socio-culturel, de manière à ce que notre négociation ne vienne pas heurter les aspects socio-culturels du Saoudien. Nous sommes arrivés en Arabie Saoudite, c'était un Libanais. On a dû revoir complètement la manière de négocier au niveau des codes socio-culturels. Alors, c'est un exemple caricatural, mais pour autant, si vous vous êtes bien préparé, si vous avez préparé de bonnes questions, des questions solides, des questions de recadrage, quelles seraient les conséquences si nous venions à être déréférencés alors même que notre produit fait partie des produits les plus vendus? Si vous préparez cette question, eh bien, ce n'est pas l'improvisation et le stress qui vont reprendre le dessus dans votre cerveau. C'est tellement. Alors, c'est vrai que ce sujet de la négo, et vous tous qui nous écoutez, vous êtes dans la même situation, ça nous fait remonter à plein d'exemples. Le nombre de fois où moi je suis allé en négociation quand j'étais, donc du coup, vendeur cette fois-ci et dirigeant de Crop & Co, où l'acheteur qui vient me chercher, à l'époque, on se faisait beaucoup de présentiel, qui vient me chercher au standard ou à l'accueil et qui s'interroge à savoir quelle salle de réunion est disponible, j'avais déjà une première indication sur le niveau de préparation de sa négo. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas réfléchi à savoir où est-ce qu'on allait se retrouver, quoi. Vous voyez, donc du coup, alors on en sourit un peu parce que voilà, mais je suis persuadé que ça vous est tous arrivé. Donc voilà, le deuxième sujet que tu évoquais sur le profil ou la personne avec qui on négocie, combien de fois vous êtes retrouvé à négocier, vous avez invité une personne et ils arrivent à 3, quoi. Et vous avez pris la peine de savoir qui serait là et un peu leur rôle, parce qu'on sait aussi que ça peut beaucoup avoir d'importance. Alors, je le savais en faisant cette webinaire que on aurait cette frustration entre l'écart de ce qu'on voudrait partager et ce qu'on va dire, mais c'est le jeu. Après, je vous dirai un petit peu comment on va peut-être pouvoir poursuivre, mais on est dans cette partie un peu finale, Giancarlo. Peut-être essayer de nous trouver quelques messages très importants ou conseils ou bonnes pratiques, une fois encore au-delà de ce que tu as pu déjà partager, sur lequel on pourrait rester pour terminer ce webinaire. Alors, le tout premier conseil, c'est que la négociation, ça n'est pas inné. Ça n'est pas inné, on ne vient pas au monde avec un talent de négociation, ça n'existe pas. La formation est fondamentale en négociation. Quel type de formation? Une formation qui vous permette, par des mises en situation, j'insiste là-dessus, par des mises en situation, de vivre des émotions. Comment est-ce que cela fonctionne? Dès que vous allez vous former, contrairement à une formation académique, des formations que nous avons toutes et tous suivies en école de commerce,
Moi, je me suis formé en sciences politiques, j'ai eu un module de 2 jours, mais il n'y avait aucune mise en situation. Ça ne sert à rien. On n'apprend pas le ski sur YouTube. On n'apprend pas à faire un revers au tennis. Hein. Voilà, j'ai beaucoup regardé Roland-Garros. Sur YouTube, ça ne fonctionne pas. On va devoir déjà répéter les négociations. Donc ça, c'est ce que vous faites tous les jours. Mais il vous faut quelqu'un qui vous permette de vous améliorer avec des outils. Donc, s'il vous plaît, allez vous former en négociation. Ce sont des formations qui durent 2 jours, 3 jours, 4 jours. C'est tellement peu dans la vie d'un négociateur d'aller se former 2 jours, 3 jours et 4 jours par rapport au nombre de journées de négociation que vous aurez ensuite. Et puis peut-être la dernière chose, c'est de vous dire que soyez humble dans vos négociations. Parce que malgré le fait de préparer, d'être formé en négociation, d'améliorer vos compétences, il y a des négociations que vous réussirez et d'autres négociations qui n'auront pas de zone d'accord possible. Contrairement à ce qu'on nous vend en ce moment sur Internet avec les meilleurs négociateurs du monde, les méthodes pour réussir toutes ces négos, l'idée, qu'est-ce que c'est? C'est d'obtenir un résultat. Ce n'est pas d'être la meilleure ou le meilleur acheteur du monde en négociation, c'est de réussir petit à petit à gagner de la confiance en structurant, en conduisant et en concluant et en verrouillant ces négociations. Voilà, donc, préparez-les, allez vous former si vous souhaitez vous former, bien évidemment. Nous sommes à votre entière disposition là-dessus. Et puis surtout, j'espère que cette heure frustrante, hein, parce que j'aurais pu discuter pendant des heures également avec toi, Fabrice, et vous apporter davantage d'éclairage. En tout cas, merci pour l'opportunité que tu m'as donnée de pouvoir intervenir. Non, merci à toi, Giancarlo, d'avoir essayé de partager nos informations un peu inhabituelles sur une telle matière. Hein. On est sur une séance, donc du coup, ça me donne une idée puisqu'on est en train de le faire et on l'a fait là sur d'autres sujets. Je suis en train de réfléchir sur certains thèmes sur lesquels il peut y avoir cette logique de transmission dans cette approche très pratico-pratique, comme on le dit, en tous les cas opérationnel, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai été formé de manière opérationnelle tout de suite, je mets en œuvre, hein, quand je vous parlais tout à l'heure de cette liste de checklist à mettre en place, une fois qu'on a intégré ça, ça y est, c'est parti. On n'est pas sur une dimension académique, on n'est pas sur une conférence. Je suis en train de lancer avec quelques experts du sujet ces formations un peu courtes, parce qu'une fois encore, on est sur des aspects très opérationnels, très cadrés. Et j'ai évoqué ce point avec Giancarlo. Donc du coup, vous qui êtes en train de m'écouter, je vais quand même vous questionner sur le sujet. Si ça peut être un sujet pour vous, on peut réfléchir pour voir comment on pourrait éventuellement monter une formation, voilà, sur un format qui serait court parce qu'on serait en distanciel. Pour votre information, c'est exactement comme ça qu'est née l'idée de faire une formation sur comment démarrer l'IA pour les acheteurs, qu'on a lancé il y a quelques semaines avec Pauline Jeannereau. Et c'est juste pour vous donner quelques données, puisque là, du coup, maintenant, c'est parti. On a déjà fait une première séance. On en a 2 de planifiées et il y en aura 2 autres en septembre. Mais on a plus de 60 personnes qui sont inscrites sur cette formation qui dure 1h30. Alors forcément que c'est un format contraint, mais en 1h30, on est très pratique. On a mis en place une plateforme où on enregistre la formation pour que vous puissiez accéder en replay à cette formation. Et puis, bien sûr, vous avez un support, des fiches pratiques pour passer à l'acte. Et c'est des sujets qu'on pourrait répéter sur d'autres thèmes. Et donc, du coup, voilà, si certains d'entre vous sont intéressés, je vous propose de répondre au sondage que là, je vous envoie. Comme ça nous permettra éventuellement de vous tenir informés si jamais on arrive à trouver non seulement un peu de temps dans nos agendas, sur le contenu, je suis pas très inquiet, mais du coup, voilà, il faut juste qu'on se cale. En tous les cas, merci encore Giancarlo d'avoir fait partager. Giancarlo Greco, vous saurez le retrouver sur LinkedIn, hein, puisque maintenant, voilà. Et donc, du coup, n'hésitez pas à vous connecter, à le suivre. Il intervient bien sûr beaucoup en présentiel pour des équipes. Hein. Là, on est dans un format qui est plus individuel. Je suis en train de voir parce que du coup, je vois encore une question. Ah, une dernière question. Allez, voilà, pour terminer, une question de Laetitia. Comment tu conseillerais à Laetitia de recadrer un ultimatum? Ah, mais oui. Et d'ailleurs, c'est vrai que je m'y étais engagé, donc je tiens voilà. Elle suit. Bravo Laetitia. Bravo. Alors, merci Laetitia pour cette question.
Alors, l'outil, vous verrez, est très simple. Alors, nos outils, ce sont des outils issus des sciences sociales. L'ultimatum, ça repose sur ce qu'on appelle une injonction paradoxale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que dans les deux cas, vous avez perdu. Exemple, Laetitia, soit vous travaillez davantage, soit vous pouvez quitter l'entreprise. Donc, dans les deux cas, vous avez perdu, bien évidemment. Comment on recadre un ultimatum? Soit, si, ouverture. Je vous explique. Soit vous augmentez, soit vous diminuez le prix, soit je vais chez le concurrent. Si je diminue le prix, voilà la solution que je peux vous proposer. Si vous allez chez le concurrent, êtes-vous sûr d'avoir les mêmes services? J'ai une option à vous proposer. Donc, comment recadrer un ultimatum? Soit, si. Donc, il faut bien écouter l'ultimatum, bien évidemment. Exemple, soit tu vides la vaisselle, soit je te quitte. Bon, là, c'est vraiment le dernier ultimatum dans le couple. Si je vide le lave-vaisselle alors que je suis fatigué, eh bien, je risque de m'effondrer sur le canapé et faire un infarctus du myocarde. Si tu me quittes, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter aux enfants? N'y a-t-il pas une autre option possible? Alors, je le fais de manière très caricaturale, Laetitia, bien évidemment, mais soit. Si je fais ci, voilà les conséquences. Si je fais ça, voilà les conséquences. Voilà l'option que je vous propose. Donc, il faut réfléchir à une option créative de manière à sortir de l'ultimatum qui, par définition, tente à vous coincer. Donc, soit, si, plus l'ouverture. Bien évidemment, en formation, on vous met dans le cadre d'ultimatum tout le temps. Voilà, on fait répéter les ultimatums jusqu'à ce que vous maîtrisiez l'outil pour vous extirper de l'ultimatum. Allez, dernière info avant que je l'aille vider le lave-vaisselle, parce que du coup, c'est un bon conseil. Merci, Laetitia. J'ai pas envie voilà, Laetitia, merci en tout cas de... J'ai pas envie d'avoir des soucis ce soir. Dernière info que je vous donne, le 24 juin à 11h, c'est un mardi. J'organise un webinaire qui sur le thème de la jeunesse. N'y voit pas un message subliminal, Giancarlo. C'est la jeunesse qui sera au pouvoir le 24 juin sur Apprendre les achats, puisque j'ai invité 5 jeunes acheteurs à venir me parler de la vision qu'ils ont du métier, pourquoi ils ont choisi les achats, ce qu'ils en attendent, leurs questions, peut-être leurs doutes. Et du coup, franchement, j'ai préparé ça déjà sur une séance avec eux. On va passer un super moment. L'inscription, toujours pareil, est possible à partir de la rubrique agenda du site. C'est le mardi 24 juin à 11h. Voilà. Et si on parlait achat avec les jeunes, et du coup, ça va être sympa. Merci encore, Giancarlo. Merci beaucoup. Allez, continuez à grandir, à sourire, à travailler et du coup à vider les lave-vaisselle. Exactement. Bonne fin de journée à tous. Merci, Giancarlo. Bonne fin de journée. Merci à tous. Merci à vous. En tout cas. Au revoir.